Et donc aujourd'hui, on va assister à la 11e conférence online qui sera animée par le professeur Saïd Taïbi sur le thème liquéfaction des sols, cas des sols non saturés. Alors, je vais faire une présentation succincte du conférencier. Donc, Saïd Taïbi est professeur à l'université Le Havre Normandie, chercheur au laboratoire en des milieux complexes, IMR-CNRS, membre fondateur du réseau ANSAT-DZ, qui a été fondé il y a pratiquement 15 ans. Saïd Taïbi est ingénieur d'État en génie civil de l'École nationale polytechnique d'Alger. Il a soutenu une thèse de doctorat à l'École centrale de Paris en 1994 sur la thématique des sols non saturés. Professeur Taïbi a dirigé ou co-dirigé plus de 20 thèses de doctorat sur plusieurs axes de recherche liés au comportement hydromécanique des sols non saturés, les écoulements de fluides dans les géomatériaux fins peu perméables, l'électrostimulation, le comportement des milieux poreux à matrice granulaire et instabilité, le comportement couplé thermo-hydromécanique des sols fins saturés et non saturés. Les domaines d'application de ces axes de recherche sont divers et variés. La géotechnique environnementale, donc stockage de déchets et valorisation, barrières ouvragées en argile, éco-géomatériaux de construction à base d'argile crue et risques naturels. Ces travaux de recherche ont donné lieu à plus de 70 articles dans des revues scientifiques à comité de lecture, une centaine de communications dans des congrès internationaux et quelques chapitres de livres spécialisés. Voilà, sans plus tarder, je vais donner la parole donc au professeur Saïd Taïbi pour donner sa conférence qui va s'étaler sur 40 minutes environ à 45 minutes et elle sera suivie d'un débat. Et vous avez la parole. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité de pilotage du réseau INSAT-DZ et en particulier donc Madame Selima Bouchmella qui pilote l'organisation de ces conférences online, de m'avoir donné l'occasion de présenter cette conférence et par le coup présenter un petit peu les récentes activités réalisé ici à l'Université du Havre dans les 10 dernières années sur les problèmes de liquéfaction des sols et en particulier leur lien avec le degré de saturation. Tout d'abord, je vais tout simplement, donc je résume ici le fait que le but de cet exposé, c'est de vous présenter certains travaux récents qui ont fait l'objet de thèses. Certaines ont été soutenues comme celle de Tran en 2020 et deux autres, celles de M. Chamas et M. Yang, qui sont en cours actuellement sur ce sujet-là. Avant de parler de l'effet de la non-saturation sur la liquéfaction, il est important de rappeler déjà qu'est-ce qu'on entend par la liquéfaction. Et puis après, dans quel cas elle peut se produire ou pas. Si je me base sur la définition, je dirais, assez courante, initiée par Sid et puis Castroipoulos, à peu près à la même période, la liquéfaction est déclarée comme étant un phénomène dans lequel une masse de sol perd un pourcentage important de sa résistance au cisaillement. Donc on sait que le sol ne peut résister que par la résistance au cisaillement. S'il la perd, il n'est rien, il devient un fluide. Donc ce phénomène-là peut se produire sous l'action d'une charge monotone ou bien cyclique. Elle peut être statique ou quasi dynamique. Et donc, une fois que ce phénomène est atteint, le sol s'écoule de manière semblable à un liquide euh, jusqu'à ce que cette perte de résistance soit équilibrée par ce qu'on appelle la résistance résiduelle du sol euh, qui lui reste. Donc, il y a toujours une petite résistance résiduelle. Alors, le schéma qui est là, qui a été schématisé par un ancien collègue, donc Serratrice du CT Normandie, montre bien qu'on peut liquéfier ici avec un chargement purement statique
ou tout simplement dynamique. Alors, le dynamique, il peut être sous différents états initiaux et sous différents états de déviateurs, comme on le verra par la suite. Vous avez remarqué tout simplement que certains transparents seront en français, d'autres traduits en français et en anglais, certaines peut-être seront que en anglais. Ne m'en veuillez pas, en fait, en fonction de l'auditoire. En général, on exige de l'anglais, d'autres on exige du français, d'autres on exige les deux, donc c'est un peu un mélange. Vous lisez ce qui vous semble le plus approprié. Donc, pour essayer de rentrer un peu dans le vif du sujet de ce problème de liquéfaction, on va essayer de voir de manière très pédagogique en quoi ça consiste. Vous avez ici le cas d'un sol, supposons que c'est un échantillon de sable qui est saturé d'eau et qui est lâche. Lâche, ça veut dire que l'indice des vides est relativement élevé. Si vous prenez cet échantillon en mécanique des sols et vous le soumettez à un chargement en conditions drainées, donc le problème de consolidation, vous allez voir tout simplement que l'application d'un chargement va permettre de le consolider, c'est-à-dire de le tasser, tout simplement. Et ce tassement ne pourra se produire que si l'eau interstitielle puisse se drainer. Pourquoi? Parce que l'eau étant incompressible, les grains ne peuvent pas prendre la place de l'eau, sauf si l'eau part. Donc c'est classique et à ce moment-là, ça se traduit du point de vue variation de volume. Donc on voit tout simplement que sous l'effet d'un chargement, la variation de volume diminue. En revanche, comme l'eau se draine, la pression interstitielle, elle, ne change pas, elle reste constante. Si c'est ici la pression atmosphérique, eh bien, elle sera toujours égale à la pression atmosphérique. Donc la variation de la pression reste nulle. Maintenant, si on procède exactement au chargement du même échantillon, mais cette fois en conditions non drainées, autrement dit, je prends la frontière qui est là et je la rends étanche. Donc, il n'y a pas de variation de volume. À ce moment-là, si je charge ce matériau-là, il est évident que si on part de l'idée que les grains sont des grains incompressibles, grains de sable par exemple, que l'eau de nature, elle est incompressible. Par conséquent, il ne peut pas y avoir de variation de volume. L'absence de variation de volume signifie que lorsque j'applique une charge qui est là et que l'eau est incompressible, action égale réaction, c'est l'eau qui va devoir reprendre la charge totale extérieure appliquée et donc elle est obligée de monter en pression pour contrebalancer la charge extérieure. Si je zoome qualitativement ce qui se passe dans l'échantillon, vous voyez ce groupe de grains qu'on revoit ici, et bien, comme la montée de pression, elle est isotrope, hydrostatique, la même dans toutes les directions, on voit tout simplement que cette pression, elle va s'appliquer de manière normale à l'ensemble des grains, et du coup, elle a pour rôle de repousser les grains les uns par rapport aux autres, et donc éviter que les grains ne se touchent. Or, comme la résistance d'un sol, elle est liée uniquement au frottement pour la résistance sous cisaillement, quand on prend un milieu granulaire non cohésif, si vous supprimez ce frottement en écartant les grains les uns par rapport aux autres, eh ben, le sol n'a aucune résistance parce qu'il n'y a pas de frottement, c'est le critère de Moore-Coulomb qui le dit, et par conséquent, le sol se comporte temporairement comme un liquide, autrement dit, de l'eau dans lequel nage une suspension de grains qui ne se touche pas. Par conséquent, c'est un fluide, tout simplement, il obéit aux lois de la mécanique des fluides. Ceci se traduit le fait qu'on est non drainé par un volume constant et du coup par une montée de pression interstitielle. Et cette pression interstitielle, quand elle atteint la contrainte totale, les grains se séparent et on a ce qu'on appelle le phénomène de liquéfaction, transformation d'un solide ou un liquide. On peut le démontrer à travers ce que vous connaissez. Hein, je vous apprends rien. Vous avez ici les cercles de Moore dans le plan donc de Moore-Coulomb. Vous avez ici le critère de rupture. Le critère de rupture dépend de la cohésion qu'il y a entre les matériaux plus le frottement. Donc, on l'écrit sous la forme de cette équation ici. Eh ben, si vous chargez en conditions non drainées, c'est la pression interstitielle qui va monter. Si la pression interstitielle va monter, la contrainte effective du matériau qui apparaît ici va diminuer. Par conséquent, ici, si la pression augmente, la contrainte effective diminue, donc forcément, la contrainte de cisaillement diminue et elle peut s'annuler
lorsque la cohésion est nulle, par exemple, dans un matériau comme le sable. Quelles sont les conséquences sur les ouvrages? Vous les connaissez bien dans le cas saturé. Nous avons donc des témoignages de catastrophes qui sont liées à la liquéfaction des sols suite, la plupart du temps, à des séismes. Donc, vous avez à gauche des schémas de principe qui montrent tout simplement la présence d'une couche liquéfiée ici. Sous l'effet d'un séisme, cette couche va voir sa pression interstitielle augmenter, donc sa résistance tendre vers zéro, et du coup, le bâtiment qui résiste, qui est posé sur cette couche-là, à travers cette couche de surface, eh ben, il va se retrouver sur un liquide, il va se comporter comme un bateau, il va tanguer, et à ce moment-là, on va voir ce type de comportement où on voit des immeubles qui ont été très, très bien conçus en termes de superstructure, autrement dit, sont des constructions parasismiques, très bien réalisées, que ce soit cette maison ou ces immeubles-là. Vous voyez bien qu'ils ont été très bien dimensionnés au séisme, sauf que le problème ne vient pas de la superstructure, mais il vient des infrastructures, autrement dit, le sol d'assises qui s'est liquéfié et le bâtiment commence à couler comme un bateau. Et donc, ça se traduit par ces images-là, catastrophiques, bien sûr, mais au moins, on voit bien que les planchers ne sont pas effondrés sur leurs occupants, donc il y aura moins de morts en quelque sorte, mais le bâtiment est en ruine, comme vous pouvez le voir. Un autre aspect de la liquéfaction, dans les remblais par exemple, vous avez le schéma de principe ici. En pointillé, vous avez l'état initial du remblai, et puis en rouge, vous avez l'état final. Quand la couche de sol ici se liquéfie, devient comme un liquide, le remblai qui est initialement symétrique, il va travailler en flexion, c'est-à-dire il va tasser d'un côté et de l'autre, et par conséquent, il va s'ouvrir au milieu, et on va voir apparaître une belle faille ici avec effondrement. C'est ce qu'on voit souvent dès qu'il y a un séisme. Voilà donc une route, un remblai routier bien ouvert en son milieu. Donc il y a une rupture par traction. On le revoit ici et on le revoit aussi dans les voies de chemin de fer, puisque les voies de chemin de fer, ce n'est rien d'autre que des remblais. Il peut se produire aussi des glissements de terrain sur des ouvrages importants. Tout le monde connaît le fameux projet du barrage de Saint-Fernando très étudié par l'équipe de CID. Le phénomène s'est produit dans les années 70. Et le principe, c'est que voilà, donc après séisme, ce qui s'est passé, et en fait, le schéma explicatif, c'est que lorsqu'ils l'ont construit, l'un des matériaux qui a été utilisé pour construire le talus côté bassin, c'était donc une couche de matériaux granulaires liquéfiables. Et par conséquent, quand il y a eu donc la montée de pression interstitielle, cette zone bleue s'est liquéfiée, donc c'est devenu comme liquide. Par conséquent, toute cette masse de sol-là reposait sur rien, et du coup, elle a été entraînée par gravité, un glissement de terrain. Il y a eu beaucoup de chance parce que c'était que le côté amont qui a glissé dans le bassin, comme vous pouvez le voir ici, on l'a perdu. En revanche, le côté aval ici a tenu parce qu'il n'était pas concerné par la liquéfaction et c'est ça qui a sauvé toute la vallée qui se trouve à droite ici d'une catastrophe humanitaire parce que si le barrage avait cédé côté aval, il y aurait des millions de mètres cubes qui auraient inondé tout ce qu'il y a dans la vallée. Donc, c'est un cas type d'une liquéfaction liée tout simplement à la présence d'une couche potentiellement liquéfiable en termes de montée de pression interstitielle. Concernant les actions sur les ouvrages d'art, eh ben, le principe, c'est qu'un ouvrage d'art, surtout lorsqu'il est isostatique, autrement dit, vous avez des tabliers qui reposent sur des appuis avec des appuis, donc tête néoprène et autres, hein, classiques. Dès qu'il y a une couche qui se liquéfie ici, ben, tout ce qui est posé sur la couche liquéfiée, que ce soit les culées qui sont là ou la pile, eh ben, elle va tout simplement bouger parce qu'elle est dans l'eau. Et par conséquent, il suffit simplement, si vous avez un pan qui est des tabliers isostatiques, il suffit de quelques millimètres de mouvement ou quelques centimètres pour que le tablier repose sur rien du tout si ça se déplace. Et à ce moment-là, il peut tout simplement tomber et on le voit très bien sur des images spectaculaires où vous avez des travées isostatiques avec un mouvement des piles que vous voyez ici de quelques millimètres. Le tablier se retrouve en l'air et donc il tombe. Et nous connaissons bien donc cette belle image de Niigata au Japon
où vraiment les travées sont partis comme des châteaux de cartes, un après l'autre, suite à des mouvements. Les mouvements dont je parle ici des culées, voilà une image prise au pied d'un poteau qui montre effectivement que le déplacement peut atteindre plusieurs centimètres et par conséquent, c'est ça qui fait que la travée repose sur rien. Un autre phénomène aussi, ce sont les ouvrages qui sont enterrés. Un exemple ici, vous avez une buse, par exemple, enterrée ici en noir. Si la couche se liquéfie ici, ça se traduit par une montée de pression interstitielle au sein de cette couche. Eh ben, la pression interstitielle, elle pousse tout ce qui est autour d'elle. C'est une pression, hein, comme un autre, d'un fluide. Et par conséquent, sous l'effet de la poussée, l'ouvrage qui est enterré, il est enterré, mais vous savez bien, par exemple, comme tous les regards, il est enterré dans sa partie basse, mais dans sa partie haute, il y a la bouche d'accès. Par conséquent, au niveau de la surface, il n'y a aucune réaction qui permet de le maintenir en place. Donc, si on pousse par-dessous, eh ben, on le fait sortir. C'est ce qu'on voit sur ces images spectaculaires, hein. Dès qu'il y a un séisme, on voit sortir de terre. C'est impressionnant, hein. Donc, vous voyez ici, il y a à peu près 1 mètre qui est sorti comme par enchantement, qui a poussé suite à la pression de l'eau de la couche dans laquelle il était enfoui. Sur les murs de quai et les murs de soutènement, le problème est le même, c'est que dès que la couche se liquéfie derrière le mur, on voit tout simplement le mur recevoir une poussée très très importante. Pourquoi? Parce que vous avez appris tous que les forces de poussée d'un sol saturé, en général, il agit avec une contrainte effective et donc un coefficient de poussée Ka gamma, le fameux Ka gamma, qui vaut à peu près un tiers donc du poids propre. Donc le sol pousse horizontalement avec un tiers de son poids, pas plus. Et quand il se liquéfie, il devient liquide. Et du coup, le comportement d'un liquide, c'est que le liquide, la pression est hydrostatique, donc il va pousser avec tout son poids, parce que la contrainte verticale égale la contrainte horizontale. Donc la charge, elle va augmenter de 2 tiers par rapport à l'état initial. Et comme le mur n'a pas été conçu pour cette charge, eh ben, on voit tout simplement que le mur va se renverser. Voilà un exemple de mur de quai qui a cédé sous l'effet de la poussée. Donc le quai, il est là, il a complètement bougé. Voilà une autre belle fissure qui apparaît sur des quais suite à des séismes. Celui-là, celui de Kobe en 95. Enfin, un dernier phénomène plutôt plus spectaculaire que dangereux, c'est ce qu'on appelle les volcans de sable. Quand vous avez une couche de sable de surface comme sur ce champ-là, c'est une terre cultivable, mais qui contient donc à la surface, nous avons donc un limon dans lequel on plante, et puis au-dessous, vous aviez simplement une couche de sable. Quand elle s'est liquéfiée, comme la croûte supérieure, elle est très très mince, sous l'effet de la poussée de la pression ici, elle a craqué et donc elle s'est fissurée. Et par conséquent, le sol ici sous pression, en fait, c'est un sable en suspension, il est éjecté par cette fissure-là, ce trou, sous la forme simplement d'un jet de soupe de sable qui va monter dans le ciel et puis après retomber de part et d'autre. Et une fois que le phénomène s'arrête, c'est-à-dire que le séisme s'arrête, on voit ce type d'image où on voit simplement des petits volcans qui se forment. Donc, si on l'avait filmé pendant le séisme lui-même, on va avoir simplement une fontaine qui va gicler du sable avec de l'eau et puis qui retombe. Mais quand ça se stabilise, on voit tout simplement ces volcans. Donc, vous avez un autre ici. Et vous avez l'échelle, hein. Donc ça, c'est une pellicule d'appareil photo. Et puis après, ici, il y a plein de volcans de sable qui sont apparus. Ceux-là, ils sont pas dangereux, mais c'est juste une manifestation de la liquéfaction. On arrive à présent à définir comment l'ingénieur aborde le problème de liquéfaction. Eh ben, pour essayer de vérifier si le sol se liquéfie ou pas, eh ben, comme tout ce qu'on fait sur les glissements de terrain et autres, on définit un quotient de sécurité vis-à-vis de la liquéfaction qui est défini comme étant le rapport de ce qu'on appelle le CRR, le Cyclic Resistance Ratio, le rapport de résistance cyclique du sol. Donc, le sol possède naturellement une résistance cyclique qu'on doit déterminer et on doit la diviser par la sollicitation, ce qu'on appelle le cyclic stress ratio, autrement dit la contrainte
le rapport de contrainte cyclique qui est imposé au sol. Donc, quand un séisme tape, il tape avec un CSR et le sol résiste avec un CRR. Et donc, on calcule le ratio. Et pour déclarer qu'un sol est sécurisé vis-à-vis de la liquéfaction, il faudrait qu'on trouve que le coefficient de sécurité doit être supérieur à 1,5. Donc, on prend 50% de sécurité dans le dimensionnement des ouvrages susceptibles de se liquéfier. À présent, une fois qu'on a introduit ce phénomène-là, on va essayer de regarder comment ça se manifeste au laboratoire. Et je vais commencer par le cas de sollicitation simple sur des sols saturés. Vous connaissez tous ce type de résultat. Si je prends par exemple, alors les gens pensent souvent que la sollicitation ne peut se produire qu'en cas de sollicitation dynamique. C'est-à-dire simplement il faut un séisme ou il faut une machine vibrante, etc. Non, un sol peut se liquéfier en statique, c'est-à-dire il suffit simplement de le charger et il devient liquide, à condition qu'il soit lâche. Donc là, on a un exemple obtenu au laboratoire par Ben Hamed en 2001 à l'École des Ponts, qui montre la liquéfaction statique d'un sable lâche qui, lui, est saturé d'eau. Vous avez ici la résistance matérialisée par le déviateur, donc ça, c'est contrainte de déformation. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on charge le sol en statique, il va résister jusqu'à un certain pic, et puis, hop, brutalement, on voit sa résistance chuter pour tendre vers une résistance résiduelle voisine de zéro. Pourquoi il y a cette résistance qui chute brutalement et pourquoi il ne continue pas à résister? C'est parce que si on analyse les surpressions interstitielles qui sont générées, on voit que pendant le chargement en conditions non drainées, lorsque le sol est lâche, le tassement étant empêché parce qu'on est en conditions non drainées, comme je l'ai expliqué en introduction, on voit la pression interstitielle augmenter, 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 augmenter. Et quand elle atteint cette ligne rouge, qui correspond à la contrainte totale appliquée, parce que je vous rappelle ici que cet essai triaxial a été fait sous une contrainte de confinement égale à 100 kPa, et bien, quand la pression interstitielle atteint cette valeur de 100 kPa, la contrainte effective égale à la contrainte totale, enfin, pardon, la contrainte totale égale la valeur de la pression interstitielle, et par conséquent, sigma 3 moins U est égal à 0. Et donc, dès que la contrainte effective au sein du sol est égale à 0, le sol est un fluide. Et par conséquent, dès qu'il devient fluide, sa résistance tend vers 0, ce qu'on voit ici dans le chemin déviateur de contrainte en fonction de la contrainte moyenne, on voit tout simplement un effondrement qui tend vers une résistance 0. Maintenant, ça c'est très connu dans le domaine statique, de chargement statique, donc la liquéfaction existe même s'il n'y a pas un chargement cyclique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on est en dynamique, donc pour simuler juste les machines vibrantes, les éoliennes ou tout simplement les séismes? Eh bien, on constate en général deux familles de comportements, deux mécanismes. Lorsque le sol est lâche, on va retrouver une liquéfaction classique, c'est-à-dire que la pression interstitielle va augmenter jusqu'à atteindre la contrainte totale, et à ce moment-là, la contrainte effective devient zéro, comme dans le cas statique, et on voit une liquéfaction. En revanche, quand le sol est dense, on peut constater que la pression interstitielle ne monte pas jusqu'à atteindre la contrainte totale. En revanche, au bout d'un certain nombre de cycles, on va voir simplement que le matériau se déforme beaucoup. Quand je dis se déforme beaucoup, c'est-à-dire que le bâtiment qui est au-dessus ne tient plus à cause de la déformation excessive du sol, tassement excessif, et par conséquent, l'ouvrage s'effondre. Ça, c'est ce qu'on appelle le critère de double amplitude qui est mentionné ici. Critère de double amplitude, c'est lorsqu'on n'atteint pas la pression interstitielle qui annule la contrainte effective. En revanche, la déformation, on juge tout simplement qu'il y a ruine du sol sous l'effet d'une déformation excessive lorsqu'elle a atteint 5%. Donc, pour résumer, quand on sollicite le sol avec une sollicitation dynamique, il peut se liquéfier soit par montée de pression interstitielle, comme dans le cas statique, et à ce moment-là, la contrainte effective est nulle et on a une liquéfaction, soit la pression interstitielle ne monte pas suffisamment parce que le sol est très dense, et par conséquent, on analyse la déformation. Dès qu'elle atteint 5%, on a une ruine, donc une liquéfaction par le critère DA et non EPP.
excess pore pressure. Alors, si on veut les voir sur des expériences, toujours celle de Benhamed 2021, je prends ici un chargement cyclique, je prends un sable lâche qui est saturé et je regarde ce qui se passe. Quand je fais une sollicitation, ici vous avez la contrainte, hein. Donc j'applique une contrainte cyclique, vous l'avez le déviateur en fonction du temps, là. Donc je fixe cette sollicitation cyclique et je remarque en termes de déformation axiale que le matériau, ici par exemple, il ne se passe rien, alors que la pression interstitielle, elle est en train de monter doucement, 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 jusqu'à ici, donc elle est loin d'atteindre la ligne blanche, sauf que brutalement, le matériau commence à se déformer énormément. Ici, par exemple, la déformation totale obtenue, là on est à zéro, elle a atteint presque 15% de déformation. Et quand on atteint 15%, le matériau s'effondre et on voit tout simplement la pression augmenter parfois pour atteindre donc la contrainte effective nulle. Donc on peut l'observer aussi dans les sables lâches. Maintenant, si je fais la même chose en sable dense, eh ben, le sable dense, ce qui se passe, c'est que le matériau, quand j'applique le déviateur cyclique, etc., donc là, je le maintiens constant, je le maintiens constant, constant, mais je constate au bout d'un certain nombre de cycles ou de temps, ici, par exemple, le temps correspond à 1200 secondes, ce qui correspond à peu près à 40 cycles. À ce moment-là, ce qu'on constate, c'est que dans le plan Q pression moyenne, je suis parti d'ici, au fur et à mesure que j'applique les cycles, je vois que le déviateur il est maintenu. Le déviateur, c'est l'axe vertical ici, donc à sa valeur. En revanche, je recule en termes de pression effective moyenne, donc le sol il est en train de perdre sa résistance effective, sa contrainte effective, qui se décale vers la gauche, elle se décale vers la gauche, se décale vers la gauche, et à un moment, qu'est-ce qui se passe? Elle rencontre le critère de rupture du sol, que vous voyez ici. Dès qu'elle touche le critère de rupture du sol, eh ben, le matériau s'effondre. On voit tout simplement une chute de la résistance. Ici, vous avez la déformation qui se déclenche et on atteint ici des déformations de l'ordre de 25%, donc bien supérieur à 5%, donc on a bien une rupture et ça se manifeste du point de vue mécanique par l'atteinte. On touche ici le critère de rupture. Vous savez, en mécanique des sols, dès qu'on devient tangent au critère de rupture, on parle d'effondrement, tout simplement, de fail, c'est les critical state line. Et donc, voilà à peu près comment se passe la liquéfaction au laboratoire quand on veut la mettre en évidence. Quels sont les paramètres qui jouent sur la liquéfaction? Eh ben, plus le sol est lâche, plus il se liquéfie. Vous avez ici des travaux de la littérature qui montrent que vous avez ici quelle est la contrainte que je dois appliquer à un sol pour qu'il se liquéfie en fonction du nombre de cycles. Donc, plus la contrainte est élevée, plus le nombre de cycles que je dois appliquer est faible. Donc, c'est pour ça qu'on a une décroissance ici. Et du coup, si je prends une ligne ici, elle correspond à une densité donnée matérialisée par un indice des vides. Je vois tout simplement que la résistance au cisaillement du sol, plutôt la contrainte qui peut me provoquer la liquéfaction que je dois appliquer au sol, plus elle est élevée, donc c'est une hyperbole décroissante, plus elle est élevée ici, et plus le nombre de cycles qu'il me faut pour liquéfier est faible. Si je baisse la contrainte de sollicitation, il me faut plus de cycles pour liquéfier. Du coup, si je change la densité cette fois, donc indice des vides 0,87, c'est-à-dire peu dense, et plus l'indice des vides diminue initialement, c'est-à-dire j'augmente la densité du matériau, qu'est-ce que je vois? Eh bien, ces courbes-là se décalent vers le haut. Ça veut dire que cette fois, plus je densifie le matériau, plus la contrainte qu'il me faut pour liquéfier, par exemple pour des cycles, augmente. Donc, vous voyez que la densité permet tout simplement de rendre la liquéfaction difficile. Un autre phénomène qui est lié à la densité, c'est ce qu'on appelle la surconsolidation. Vous savez bien qu'un sol qui est surconsolidé est un sol qui a connu donc une contrainte dans son histoire géologique supérieure à la contrainte actuelle, et par conséquent, le fait de le surconsolider, il devient plus dur, plus dense, et par conséquent, plus l'OCR augmente, plus la contrainte qu'il faut lui appliquer pour un nombre de cycles donnés augmente.
Maintenant, ce que je vous ai présenté, c'est juste une présentation, un rappel sur la liquéfaction des sols et des sols saturés. Et aujourd'hui, on a à peu près fait le tour de tout ce qu'on sait sur la liquéfaction des sols saturés, à tel point qu'aujourd'hui, il y a des normes de dimensionnement, de vérification, des essais. On sait que lorsqu'on découvre un sol liquéfiable sur un projet, on sait comment le traiter pour qu'il devienne non liquéfiable. Tout cela, on le maîtrise. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le sol devient non saturé? Qu'est-ce que ça veut dire un sol non saturé? Eh bien, ça veut dire on est sur un terrain, initialement, la nappe phréatique était au niveau de la surface, il est saturé, et puis il a commencé à sécher un peu, la nappe descend de quelques mètres. Qu'est-ce qui se passe dans le matériau? Est-ce que cette couche qui est non saturée, degré de saturation 80% par exemple, est-ce qu'elle peut se liquéfier? Dans la littérature, il n'y a rien qui l'indique du point de vue réglementaire. C'est pour cette raison-là qu'il y a des chercheurs qui sont intéressés à dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des fluctuations de nappe phréatique, que le sol devient non saturé, est-ce qu'il peut se liquéfier ou pas? Alors, pour répondre à cette question, un petit rappel de ce que c'est qu'un sol non saturé, c'est pas un stade des êtres que je vais l'apprendre, mais c'est bien aussi de le décrire. On dit qu'un sol est non saturé lorsque le vide entre les grains est occupé au moins par deux phases. Une phase, par exemple, dans un sol propre hein, où il n'y a pas de polluants, etc. Une phase liquide et une phase gaz. Gaz, c'est l'air. Si je prends un milieu granulaire type sable, eh ben, quand il se désature, il se trouve tout simplement que l'eau, elle va pas se mettre n'importe où, elle va se mettre au point de contact entre les particules. Vous le voyez ici sur une photo, ça c'est de l'eau colorée qu'on a mis entre des grains de billes de verre pour montrer que naturellement l'eau va se mettre au point de contact parce qu'elle suit une loi physique qu'on appelle la loi de Laplace et par conséquent elle va lier les particules parce qu'elle est en dépression, elle joue le rôle d'une colle et la preuve c'est que quand les particules sont liées, on peut avoir une résistance à la compression d'un sable. Il suffit simplement de le mouiller un petit peu et vous savez très très bien le faire. Vous l'avez même fait quand vous étiez petit au bord de la plage en jouant avec votre petit seau à sable. Dans le cas des sols argileux, le problème se complique. L'image n'est pas aussi simple. Pourquoi? Parce qu'une particule d'argile, c'est de l'ordre de 1 micron. Vous avez ici des photos donc réalisées au MEB. C'est assez compliqué à comprendre. Alors là, de nature, en général, on ne peut pas parler d'un grain d'argile et par conséquent, il est communément accepté dans la littérature de diviser la taille des grains en trois catégories. Il y a d'abord la particule élémentaire, en fait, le cristal qu'on appelle un feuillet. Son épaisseur, c'est 1 nanomètre à peu près. Sa longueur, c'est à peu près un micron, disons. Ensuite, ce feuillet-là ne peut se trouver jamais seul. Pourquoi? Parce qu'il est chargé électriquement à la surface, donc il est obligé de se coller avec ses voisins par attraction électrique. Et par conséquent, il va former ce qu'on appelle une particule primaire. Et une particule primaire va s'agglomérer avec d'autres particules primaires pour former ce qu'on appelle un agrégat. Et ce qu'on voit généralement sur les photos et tout, c'est plutôt toujours des agrégats quand on regarde avec un microscope un peu pointu, mais c'est très 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 difficile de remonter au feuillet, sauf si on a des techniques d'observation microscopique un peu particulières. Et vous avez ici les échelles. Quand on arrive au niveau des agrégats, on est très très loin de la taille de la particule. On est déjà à 10 microns et 10 microns, c'est rien du tout, c'est le centième de millimètre. Et ça, c'est déjà un beau grain d'argile. Donc, il est très, très difficile pour l'ingénieur ou le chercheur de définir qu'est-ce que c'est que la non-saturation dans ce tas très compliqué. Un schéma simple pour schématiser cela, qui a été proposé par Delage, est le suivant, c'est qu'on va considérer tout simplement que la particule d'argile, elle est matérialisée par ce schéma-là, elle est plate, comme un feuillet, elle est entourée, donc comme elle est chargée électriquement, elle est entourée d'une eau qu'on appelle adsorbée ou eau liée, chaque particule. Et ben, quand on assemble les particules pour former des agrégats, et ben, entre les agrégats, ici, enfin, entre les particules, on peut avoir une eau qui forme un ménisque, comme dans le cas du sable, qu'on appelle une eau capillaire.
Par conséquent, quand on parle de succion dans les argiles, en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a de la succion qui est liée à l'eau adsorbée, il y a de la succion qui est liée à l'eau capillaire, il y a de la succion osmotique parce que comme on a de l'électricité, il y a des ions qui se baladent dans tous les sens et ainsi de suite. Le problème est compliqué. C'est pour cette raison qu'on essaie de l'analyser de manière macroscopique et pas microstructurale quand il s'agit des argiles. Ceci étant, dans un sol non saturé, eh ben, c'est très simple. Le juge de paix qui permet de décrire la saturation, c'est le fameux degré de saturation. Et vous voyez ici que, en fonction de la valeur du degré de saturation, si on est compris entre 80 et 100%, ça veut dire que le sol est non saturé. Donc, une grosse partie est remplie par l'eau bleue ici et une petite partie est remplie par des bulles d'air. Alors, ce qu'on constate, c'est que les bulles d'air sont isolées, elles ne sont pas interconnectées. Par conséquent, l'air ne peut pas s'écouler parce qu'il est emprisonné avec de l'eau. Et du coup, l'eau peut circuler parce qu'il est continu, hein, si vous suivez ma souris. En revanche, l'air, lui, ne peut pas circuler parce qu'il ne communique pas avec les autres bulles. La perméabilité à l'eau n'est pas nulle. En revanche, la perméabilité à l'air en vert ici, elle est nulle ici. À l'autre extrême, nous avons un sol quasi sec, entre 0 et 25%. La dominante est l'air qui remplit les vides, et l'eau se trouve sous forme de gouttelettes qui ne sont pas interconnectées. On va retrouver le phénomène inverse. L'air peut circuler. Nous avons une perméabilité à l'air qui n'est pas nulle. En revanche, l'eau non interconnectée ne veut pas circuler. On a une perméabilité à l'eau qui est nulle. Enfin, un état intermédiaire entre 25 et 80%, où nous avons une continuité de la phase liquide eau et nous avons une continuité de la phase air. Et à ce moment-là, les deux fluides peuvent circuler dans le matériau, je peux drainer, et à ce moment-là, on a simultanément une perméabilité à l'eau et une perméabilité à l'air. Donc, les deux fluides peuvent circuler dans ce domaine de saturation. Alors, pourquoi on s'intéresse à la liquéfaction des sols non saturés? Parce que quand on regarde la carte du monde, tout ce qui est jaunâtre, orange, etc., nous sommes dans les zones dites arides. Et vous voyez qu'une bonne partie de la planète souffre aujourd'hui de la sécheresse et par conséquent, c'est un sujet d'actualité de s'intéresser à tous les phénomènes liés à la non-saturation, que ce soit le tassement, le retrait, la fissuration, y compris la liquéfaction. Ceci se manifeste comme suit, pour essayer de comprendre juste. J'ai repris ici le schéma que je vous expliquais concernant l'état de l'eau dans le milieu granulaire et je l'ai miniaturisé ici. C'est exactement le même schéma, je l'ai agrandi pour que vous puissiez voir. Et voilà ce qui se passe si je prends donc un sol non saturé, la zone ici, et je la zoome, je vais voir, là j'ai le niveau de la nappe phréatique. Tout ce qui est au-dessous de la nappe phréatique est saturé et la pression d'eau, bien sûr, qui est nulle à la surface, augmente avec la profondeur. Au-dessus de la nappe phréatique, eh ben, je vais avoir trois zones. La première zone, c'est ce qu'on appelle la zone capillaire, qui correspond à ce premier domaine qui est là, vous voyez ici, où l'air se trouve sous forme de bulles occluses, coincées, et par conséquent, la perméabilité à l'air, elle est nulle. J'ai une phase continue qui est l'eau, une phase air qui est discontinue. Ensuite, il y a une deuxième phase ici qui correspond à la continuité des deux, pardon, à la continuité des deux phases. Donc là, je vais avoir une perméabilité à l'air et à l'eau non nulle. Et puis une troisième phase, plus je monte vers la surface, plus je vais vers la zone dite sèche. Et dans la zone sèche, j'ai une continuité de la phase air et une discontinuité de la phase eau. Ceci à partir de la surface ici, quand je monte, comme il y a encore de l'eau, eh ben, cette eau, elle se met en dépression, donc en pression négative. Donc, elle continue en pression négative, alors que là, elle était positive, elle change de signe. Autrement dit, elle va attirer les grains les uns par rapport aux autres au lieu de les répulser en dépression interstitielle négative, qu'on appelle aussi la succion. Alors, en mécanique des sols, vous connaissez bien la courbe de rétention. Ici, vous avez un sable. J'ai représenté ici cette pression négative ou succion en fonction de la teneur en eau du matériau. Quand je prends le sable qui est saturé ici, autour de 30% de teneur en eau,
Sa succion, elle est quasiment nulle. Et puis, au fur et à mesure que je diminue la teneur en eau, donc je sèche le matériau, je vois que la valeur de la succion augmente, 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 augmente. Et quand j'atteins des valeurs qui tendent vers zéro, la succion augmente selon une asymptote. C'est-à-dire, elle devient très, très, très élevée. N'oubliez pas qu'ici, je suis en échelle logarithmique. Le même chemin, si je pars d'un état sec et j'humidifie, j'obtiens exactement le même comportement. Et par la complexité du réseau poral du sol, on trouve simplement qu'il y a une petite boucle d'Hystérésis ici, bien connue dans la littérature, expliquée par la morphologie du réseau poral. La question toujours cruciale dans le domaine de la recherche, c'est l'objectif, c'est sur un axe de degré de saturation, on sait que quand le sol est saturé, il se liquéfie, c'est ce que je vous ai montré depuis le début. Qu'en est-il si je commence à désaturer? Est-ce qu'il se liquéfie ici, 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 et jusqu'où il continue à se liquéfier lorsque le degré de saturation diminue? Ça, c'est ce qu'on appelle la limite ou le seuil du degré de saturation permettant d'avoir une liquéfaction. Autrement dit, ce qu'on cherche à démontrer, c'est que si on désature le matériau, il se liquéfie jusqu'à quel niveau de degré de saturation? Est-ce que c'est 90%, 89%, 88%, 60%, etc. Et on sait que ça ne suffit pas parce que comme on a vu que la liquéfaction dépend aussi de la densité, donc en fait, il faut définir un degré de saturation seuil de liquéfaction, mais corrélé avec une densité relative, parce qu'un sable lâche et un sable dense n'auront pas le même degré de saturation à la liquéfaction. Pour répondre à ce défi, je vais tout simplement présenter le cas, juste le cas, où on était dans la première branche, c'est-à-dire entre 100% et 80%, quand l'air est occlus, ce qu'on appelle la capillary zone du schéma précédent. Dans ce cas-là, l'air étant occlus, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je prends un échantillon dans ces conditions-là, où l'air se trouve sous forme de bulle, et que je le charge en ondes drainées, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je zoome ici. La bulle d'air initialement de ce diamètre-là, sous l'effet de la pression qu'il y a autour, elle va se comprimer. Et quand elle va se comprimer, donc au fur et à mesure que la pression augmente, elle se comprime. Donc moi, j'applique une contrainte extérieure. Si il n'y avait que de l'eau, l'eau étant incompressible, elle va répondre action égale réaction. Et si j'écris le rapport de variation de la pression au rapport de variation de la quantité, je vais trouver 1. Mais parce qu'il y a une bulle d'air qui, elle, est compressible, la variation de la pression d'eau va être inférieure à la variation de la contrainte totale et par conséquent, le ratio qu'on appelle le paramètre B de Skempton sera inférieur à 1. Dans la littérature que vous voyez ici, on déclare que on peut considérer que le sol est parfaitement saturé, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de bulles d'air, etc., lorsque B avoisine les 96%. Théoriquement, c'est 1. Pratiquement, on tolère 96% pour déclarer que le sol est parfaitement saturé. Au-dessous de 95%, le sol est désaturé parce qu'on a des bulles d'air compressibles. Donc, je reviens aux travaux qui ont été faits au Havre. Alors, pour faire ces études de l'effet du degré de saturation, au Havre, les doctorants ont développé un appareil triaxial dynamique qui permet tout simplement de solliciter de manière dynamique le matériau et de suivre la totalité des paramètres, c'est-à-dire l'évolution de la pression interstitielle, la variation de volume, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail qui est là. Si ça intéresse certains d'entre vous, on se fera un plaisir de vous transmettre éventuellement des publications qui présentent l'ensemble de l'appareillage, etc. Je vous montre juste que il s'agit d'un appareil dynamique qui a une capacité de 50 kN et qui peut cycler à 5 Hertz. 5 Hertz, ça veut dire 5 cycles par seconde. Voilà. Alors, pour améliorer cet appareil-là et pouvoir étudier d'une part la non-saturation et d'autre part l'évolution de la rigidité, les doctorants l'ont équipé tout d'abord de capteurs qui sont des transducteurs
qui permettent d'envoyer des ondes sonores à travers le matériau et la vitesse de propagation des ondes permet de remonter au module Young, c'est-à-dire la rigidité du matériau. Le but, c'est d'étudier l'endommagement du matériau pendant le chargement cyclique avant la liquéfaction, voir comment il perd sa résistance et sa rigidité. La rigidité, c'est le module Young, pour simplifier. Et comme le module Young est relié à la vitesse de propagation des ondes, donc on équipe le triaxial avec des ultrasons, comme vous le voyez ici, et comme projet, il y avait aussi la possibilité d'équiper l'échantillon avec des tensiomètres pour aller mesurer la succion quand il est dans des conditions non saturées. Vous avez ici des résultats, les premiers résultats dans le cas d'un sable qu'on appelle le sable d'Austin bien connu. Pourquoi on a choisi ce sable? C'est très simple. Vous avez ici un fuseau granulométrique qui est matérialisé par ces frontières-là. Vous voyez le fuseau, frontière. Ces frontières-là, ce sont les frontières de la littérature qui montrent quelle est la borne supérieure et la borne inférieure de tous les sols de la planète qui se sont liquéfiés au cours d'un séisme. Du coup, si vous voulez étudier la liquéfaction d'un sol, prenez un sol liquéfiable de telle façon à ce que vous pouviez avoir la liquéfaction dans votre cellule. Du coup, nous, on a choisi le sable de Stein parce que voilà sa courbe granulométrique. Elle se situe quasiment à l'intérieur du fuseau et par conséquent, c'est un sol très liquéfiable. Et c'est ça qui nous a permis donc de faire une étude de chargement cyclique. Désolé, je suis en train d'accélérer un petit peu parce que l'heure tourne et le modérateur m'a donné un temps que je ne suis pas en train de respecter, donc je vais essayer d'aller droit au but. L'idée, c'était donc d'essayer de faire plein d'essais pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe lorsque je modifie le degré de saturation. Est-ce que le sol se liquéfie toujours? Je vous montre juste les paramètres de départ et puis après, je vous montrerai les résultats. On a pris un sable à une densité relative de 55%, donc moyennement dense ou moyennement lâche, hein, moitié plein ou moitié vide. Et je vais faire des essais cycliques dessus et je commence tout simplement par avoir un comportement de référence, c'est-à-dire prendre le même échantillon, le premier échantillon que je prends et les saturer. Pourquoi? C'est pour voir simplement est-ce qu'il se liquéfie, pour avoir un comportement de référence. Quand je fais cela, eh ben, les essais que je fais montrent tout simplement qu'il y a des montées de pression interstitielle jusqu'à atteindre la contrainte fictive, donc le sol se liquéfie très très bien, quelle que soit la contrainte que j'applique. Si j'applique une contrainte, donc un ratio de 0,15, ça se liquéfie. Si je l'augmente davantage, ça se liquéfie davantage. Si je l'augmente encore, il se liquéfie avec moins de cycles. Et si je l'augmente encore, là, il me faut que 3 cycles et il se liquéfie. Donc, plus j'augmente la contrainte de chargement, plus le, le nombre de cycles pour liquéfier est petit. Ça, c'est pour le saturé en termes de variation de pression interstitielle. En termes de déformation, on voit aussi qu'on a la fameuse déformation des 5% dans tous les cas. J'ai dit qu'on peut liquéfier avec le critère de déformation de 5%. Donc, on a 5% minimum, voire plus, pour atteindre donc simplement la liquéfaction. Et en termes de critères de rupture, pour cette famille d'essais de référence, eh ben, dans tous les cas, on devient tangent aux critères de rupture dans le plan QP', ce qui signifie que le sol se liquéfie très très bien et il y a une rupture du matériau. Donc ça, c'est le comportement de référence. À présent, je prends exactement le même matériau dans les mêmes conditions, je vais baisser son degré de saturation. Je le passe de 100% à 95%. Qu'est-ce que j'observe? Eh bien, si j'applique une contrainte 0,2, un ratio relativement faible, je vois que la pression interstitielle augmente, mais elle n'atteint pas le seuil rouge qui me permet de dire que la contrainte effective est nulle. Parce que quand la pression atteint la ligne rouge, j'ai une contrainte nulle. Donc, pour atteindre que la pression atteint là, je suis obligé d'augmenter la contrainte de cyclique, c'est-à-dire l'amplitude de la contrainte. Et à ce moment-là, je vois, hop, ça monte et je liquéfie. Si je l'augmente davantage, je passe à 0,3, j'atteins la liquéfaction. Si j'augmente encore, j'atteins la liquéfaction. Donc, il y a un seuil de contrainte. Pour un degré de saturation donné, il y a un seuil de contrainte qu'il faut pour atteindre la liquéfaction. Ça, c'est la variation de la pression. On voit ici en déformation, là où on n'a pas eu de liquéfaction, eh bien, la déformation est nulle. Là où on a eu la liquéfaction, eh ben, on retrouve nos 5% de déformation qui sont là.
Et ça, pareil, là, on n'a pas eu, ça c'est le plan QP', c'est-à-dire le critère, les critères sont là. Eh ben, là, on a eu une petite contrainte. Eh ben, le matériau cycle ici, il n'atteint pas le critère. Dès que je commence à augmenter la contrainte, hop, il se balade et il va tout simplement devenir plongeant au critère dans tous les cas. Vous voyez, donc la liquéfaction se produit, même pour un sol non saturé. Alors, on a cherché à baisser encore davantage le degré de saturation. On arrive à 86%, ce qui devient déjà bien. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on constate? Pareil, quand on a un ratio de chargement, donc une amplitude déviateur sur la contrainte de confinement égale 30%, donc pas de déformation. En revanche, dès qu'on augmente un tout petit peu la contrainte, hop, on commence à avoir nos 5%, liquéfaction, liquéfaction, liquéfaction. Ceci se manifeste en pression interstitielle. Là, on n'a pas eu liquéfaction, la pression ne monte pas. Et là, on a eu la liquéfaction, la pression est montée, mais elle n'a jamais atteint la contrainte effective nulle parce que le sol s'est liquéfié par la double amplitude de 5% de liquéfaction que je vous avais présenté au départ. Et ça, c'est valable dans tous les cas. Il s'est liquéfié, il s'est liquéfié, il s'est liquéfié par quoi? Par 5%, 8%, 9%. Et on le voit ici, là où c'est pas liquéfié, le cycle ne touche pas les critères. Là, on a liquéfié par la double amplitude. Vous voyez qu'il cycle, mais il frôle ici le critère en extension dans les trois cas. Alors, pour conclure, on se retrouve ici avec un cas où donc je vous ai présenté vraiment quelques résultats, mais ce qui est important, c'est comment va-t-on matérialiser cela. Alors, je vous ai montré tout à l'heure que la contrainte qu'il faut pour liquéfier le sol, plus elle est grande, plus le nombre de cycles qu'il faut pour le liquéfier est petit, ce qui est normal. Si vous appliquez une grande contrainte, vous le secouez deux, trois fois, il se liquéfie. Si vous appliquez une petite contrainte, donc par exemple 0,1, eh ben, il vous faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de cycles pour le liquéfier. La courbe bleue, c'est la courbe de référence expérimentale qu'on a obtenue pour le sol saturé. Là, en rouge, vous avez la même courbe qu'on obtient, mais cette fois pour le degré de saturation de l'ordre de 95%. Et la courbe noire, quand on baisse le degré de saturation, qu'est-ce qu'on voit? On voit pour un nombre donné de cycles, par exemple 100, eh ben, le saturé va me demander une contrainte ratio de l'ordre de 0,15. La rouge, elle va me demander de l'ordre de 0,25, donc beaucoup plus grande. Et la noire, elle va me demander une contrainte de l'ordre de 0,35. Par conséquent, on voit bien que le rôle du degré de saturation augmente la contrainte qu'il faut pour liquéfier le matériau, mais n'empêche pas la liquéfaction. C'est ça le message, hein. Un sol non saturé peut se liquéfier. Il suffit tout simplement en deux mots. Si vous avez un sol saturé, un séisme de 5 secondes va liquéfier le sol. Si vous êtes en non saturé, eh ben, il faudrait que le séisme dure, par exemple, 10 secondes. Donc, il faut augmenter le nombre de cycles. C'est tout. Mais on peut liquéfier. Chose qui était impensable avant. Je passe celle-là parce qu'elle ne vous parle pas. Je voudrais juste arriver à un dernier message. Donc, dans la littérature, il y a beaucoup de travaux qui sont intéressés à la liquéfaction des sols non saturés. Donc, vous avez ici un certain nombre de noms dans la littérature et le type de matériaux qu'ils ont testé. Pour ceux qui s'intéressent à ce phénomène-là, on peut vous transmettre éventuellement ce type de liste. Et bien sûr, depuis peu s'ajoutent les travaux de l'Université du Havre avec nos trois doctorants, dont Tran qui a soutenu en 2020 et les deux autres qui sont donc en cours actuellement et qui, si tout va bien, ils sont en fin de parcours où ils ont complété un peu l'étude de Tran. Dans la littérature, il y a beaucoup de résultats qui montrent à peu près le même aspect que ceux qu'on a trouvés nous. Donc, vous vous rappelez ces courbes-là qui sont paramétrées en degré de saturation ou bien en coefficient B de Skempton. Je voudrais juste signaler que j'adore cette figure-là colorée parce qu'elle émane de nos amis de l'université de Schleff, qui organise le prochain congrès international ENSAT Schleff à l'automne 2024. On vous invite tous à y être.
où eux, ils ont aussi beaucoup travaillé sur la liquéfaction des sols non saturés. Et vous voyez ici les courbes que je vous ai montrées tout à l'heure sur nos résultats, qui ressemblent beaucoup aux courbes obtenues déjà il y a 8 ans par l'équipe du professeur arabe à l'université de Schleff et qui montre clairement que cette courbe-là, enfin ces hyperboles se décalent vers le haut en fonction de la baisse du degré de saturation qui est matérialisée par la baisse du paramètre B de Skempton. Je conclus en disant que une fois qu'on a constaté ce constat que les sols non saturés se liquéfient, il ne faut pas perdre de vue l'objectif initial, c'était est-ce qu'on peut mettre en équation le seuil du degré de saturation au-delà duquel on ne peut pas avoir la liquéfaction. Autrement dit, est-ce que c'est 80, c'est 100, etc., etc. Et j'ai dit que ceci ne peut pas être défini uniquement en fonction de la saturation, mais comme la liquéfaction dépend de la densité, il faudrait lier la densité. Eh bien, pour répondre à cette question, et en se basant sur les premiers résultats expérimentaux, les doctorants de l'Université du Havre ont développé un modèle basé sur une approche microstructurale que vous voyez là, et dans laquelle il y a toutes les lois physiques que vous connaissez bien qui sont là, qui ont été intégrées dans l'approche pour sortir un modèle qui se présente sous la forme suivante. Vous avez ici le degré de saturation à la liquéfaction en fonction de la densité relative ou de l'indice des vide initial de votre arrangement granulaire. Et ils ont défini ici, voilà le seuil qui vous permet de dire que quand vous êtes dans la zone verte, vous ne pouvez pas liquéfier. Et quand vous passez dans la zone blanche ici, vous liquéfiez. Et donc, ce seuil-là, il est démontré théoriquement. Et ce que vous voyez là, les points rouges et les points verts, c'est la validation du modèle qui est en cours au laboratoire. Autrement dit, on prend un sol liquéfiable, on fait un essai et on voit s'il se liquéfie, donc cette position-là. Et puis après, on met son degré de saturation, par exemple, à 70% avec une densité de l'ordre de 55%, et on voit simplement qu'il ne se liquéfie pas. Donc, on est dans la validation de ce type de modélisation. En conclusion, eh ben, un sol non saturé peut liquéfier. Il faut que ça rentre dans la tête parce que vous ne trouverez pas ça dans les livres. La résistance à la liquéfaction augmente quand le degré de saturation diminue, bien sûr, parce que les courbes se décalent vers le haut. On observe, comme le sol est non saturé, pendant la liquéfaction, il y a des variations de volume, contrairement au sol non saturé. Euh, et puis, on peut modéliser, grâce à une approche microstructurale, ces phénomènes-là pour cartographier dans un espace 3D, si vous voulez, l'effet de saturation pour la liquéfaction en fonction de la densité relative associée. Et je vous remercie pour votre attention et je vous présente mes excuses pour la longueur de mon exposé qui a dépassé largement le temps alloué. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Saïd Taïbi, pour cet exposé très pédagogique. Vous n'avez pas beaucoup dépassé le temps, hein, donc là, on n'est pas très en retard. C'est un sujet très intéressant. Il y a énormément, beaucoup de questions qui se posent, qui vont se poser. J'ai moi-même noté pas mal de questions, mais je vais quand même m'adresser à l'assistance pour prendre des questions. Donc, celui qui veut poser une question peut lever la main, activer son micro et poser sa question. Euh, alors, pour l'instant, je ne vois personne. Euh, je peux, en attendant d'avoir des questions de l'assistance, poser une première question. Euh, bon, moi, je connais pas grand-chose dans ce domaine de la liquéfaction des sols non saturés. Juste quand je vois les deux paramètres dont tu as parlé pour définir un seuil ou un domaine dans lequel le sol non saturé peut être liquéfiable. Donc, ce domaine, il associe
le degré de saturation et la densité. Est-ce que on peut penser à un paramètre qui inclut les deux aspects en même temps? Euh, Quelque chose comme la teneur en eau volumique, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui peut, est-ce que c'est un paramètre qui peut inclure éventuellement les deux aspects? Oui, effectivement, la teneur en eau, c'est une très très bonne réflexion, effectivement, très bonne question. La teneur en eau volumique, elle associe l'indice des vides ou la densité donc avec le degré de saturation. Euh, Si je me trompe pas, θ, donc la teneur en eau volumique égale la porosité fois le degré de saturation. Par conséquent, elle associe les deux. Sauf que la teneur en eau volumique est un paramètre qui est souvent utilisé par les hydrauliciens et pas par les mécaniciens. En deux mots, quand on est sur un chantier, on parle plutôt de la densité sèche dans un compactage. On parle plutôt de la teneur en eau parce qu'on peut la mesurer, la palper avec une balance. En revanche, la teneur en eau volumique qui cache à l'intérieur et la teneur en eau massique et la densité, c'est un paramètre très utilisé par les hydrauliciens parce qu'ils considèrent simplement que l'écoulement se fait souvent dans un milieu rigide, non déformable. C'est pour ça qu'ils utilisent un paramètre masqué. En revanche, en mécanique des sols, de l'ingénierie, souvent, quand on parle de la densité, c'est un paramètre de porosité, et quand on parle de la teneur en eau, c'est un paramètre d'humidité ou du degré de saturation. Mais c'est une très très bonne réflexion. Autrement dit, on peut très très bien introduire dans la définition du seuil la teneur en eau volumique à la place du degré de saturation et de la densité relative. Merci, merci beaucoup. Mustafa Bailey a levé la main. تفضل أستاذ مصطفى. Je vous remercie. Je remercie aussi professeur Saïd Taïbi donc pour sa présentation. J'ai une petite question par rapport à un slide dans lequel on voyait la variation de la pression interstitielle en commençant par le toit d'une nappe phréatique, en allant vers le bas ou vers le haut. Je crois avoir vu une variation linéaire, bien sûr, selon la loi pression est égale à sigma, enfin gamma Z, c'est gamma oméga Z, c'est-à-dire la masse volumique de l'eau multipliée par la profondeur. Et donc la tranche bleue, bon, c'est une droite. Ma question est, est-ce que la tranche, le volet rouge, lorsqu'en allant vers le haut, est-ce qu'on peut admettre que c'est toujours une variation linéaire? C'est-à-dire, lorsqu'on mesure, par exemple, la pression négative de l'eau, est-ce qu'on trouve réellement des valeurs qui coïncident avec une variation linéaire? Ou est-ce que c'est, comment dire, je pose la question peut-être d'une autre façon, analytiquement, est-ce qu'on peut directement donner la valeur de façon analytique ou alors il faudrait peut-être la retrouver d'une autre façon, par exemple expérimentale? Voilà, merci. Merci pour cette très très bonne question. Tu as parfaitement raison. Je suppose que tu pointes le slide qui est à l'écran. Oui, tout à fait, tout à D'accord. fait. Effectivement. Alors, j'avais dit simplement que la ligne bleue ici représente le niveau de la nappe phréatique. Donc, au-dessous, on a tout simplement une continuité des fluides interstitiels, enfin, une continuité de l'eau, et par conséquent, on sait que la contrainte augmente linéairement avec la profondeur, le fameux gamma WZ ou rho GH pour ceux qui sont habitués au rho GH. Et donc, on a une loi linéaire qui augmente avec la profondeur. Quand on passe dans le négatif, alors, moi, pour des raisons de simplification, j'ai mis une relation linéaire, mais j'ai pris le soin de montrer que quand je m'approche de la surface du sol, on perd la linéarité. En fait, en réalité, on peut avoir une loi linéaire dans la zone négative tant qu'on est dans la zone capillaire. Autrement dit,
c'est exactement la même chose. On est dans la phase où la phase eau est continue. Si je dois simplifier cela, ça correspond à un récipient d'eau dans lequel on vient juste mettre un tube capillaire très très fin et on va voir l'eau monter dans le tube capillaire. Cette loi de monter dans le tube capillaire, elle est linéaire. Donc, si je dois être plus rigoureux, je vais dire que la loi est linéaire en négatif jusqu'à la limite de la zone capillaire. Au-delà, comme nous allons avoir parfois des discontinuités de la phase liquide, continuité de la phase gaz ou inverse dans cette zone-là, eh ben, la loi devient non linéaire et plus je m'approche de la surface, c'est-à-dire plus je sèche, et plus la loi prend une allure non linéaire très forte. Donc, je dirais, ce qui est valable mathématiquement, c'est de dire que la loi de la pression interstitielle négative est valable dans la zone capillaire, là où il y a la continuité du fluide interstitiel, qui correspond à la remontée de l'eau par capillarité dans les sols. Autrement, dans le domaine où le sol reste saturé à pression interstitielle négative, si je peux m'exprimer ainsi. On sait très très bien que dans les sols non saturés, quand on prend une pâte d'argile, je veux la sécher. La pâte d'argile, je vais lui appliquer une pression négative, donc une succion. La pâte d'argile, elle va se drainer, mais on sait très bien que son degré de saturation peut rester saturé, ce qu'on appelle la succion de désaturation. Eh ben, dans le domaine où le matériau reste saturé avec une application d'une succion, dans ce domaine-là, la loi de variation de la pression négative reste linéaire. Dès que le matériau se désature, c'est-à-dire la phase eau devient discontinue et on commence à voir l'air rentrer beaucoup, ce qui correspond grosso modo à la zone au-dessous de 80%, à ce moment-là, la loi devient non linéaire et en général, elle s'écarte vers la gauche. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Donc, il y a une main levée. Donc, je vois Del. Donc, là, je donne la parole à Del qui se présente. Au début, il dit son nom. Tfaddal. C'est Chérif Lawar. Ah, Oustad Sherif, maintenant. Salam alaikum. Alain Sheref, salam Salam alaikum. alaikum. Salam, Monsieur Saïd. Ça m'a fait plaisir que tu sois là. Oui. Félicitations et c'est vraiment une excellente présentation qui touche un problème, un sujet très pertinent. J'ai deux petites questions. La première concerne le comportement des ouvrages renforcés, soit par géosynthétique ou bien par des bandes rigides telles que la terre armée par exemple. Les recommandations de ces applications exigent que le sol doit être granulaire, c'est-à-dire un sol sableux. La courbe granitique tombe dans la zone des sols sableux. Donc, beaucoup de travaux sont réalisés sur le comportement de ces ouvrages sous l'effet des charges statiques et charges cycliques, et même le comportement des renforcements sous charge statique succédant cyclique. Mais généralement, ces ouvrages ou bien ces prototypes sont réalisés avec des sables secs. Même les ouvrages réels à vraie grandeur sont réalisés avec des sables secs. Le parement de ces ouvrages constitue une protection verticale ou bien latérale pour éviter l'entraînement ou bien l'immigration des particules de sable. Par contre, ça se peut qu'il y aurait des infiltrations de l'eau par le dessus de l'ouvrage, ce qui provoque le problème de liquéfaction. Donc, est-ce que, professeur Saïd, est-ce qu'il y a des études qui ont considéré le problème de liquéfaction du sol dans les ouvrages renforcés? Ça, c'est une première question. La deuxième question concerne est-ce qu'il y a des mesures à prendre en compte pour minimiser ce phénomène dangereux
c'est-à-dire ce phénomène pathologique. Merci. Ok, merci beaucoup, professeur Chérif, pour ces deux questions très pertinentes. Pour répondre à la première, est-ce que dans les ouvrages renforcés, il peut y avoir liquéfaction? En fait, je reviens à ce schéma que vous voyez à l'écran qui représente tout simplement le principe de la liquéfaction. Donc, c'est le schéma qui est à droite ici, qui montre tout simplement que pour liquéfier, il faudrait qu'il y ait de l'eau dans un premier temps. Et une deuxième condition, c'est que l'eau ne peut pas se barrer. Donc, il faut que l'eau soit dans des conditions non drainées. Autrement dit, il faut que la sollicitation soit suffisamment rapide pour que le sol ne peut pas se liquéfier. Quand on parle de sol renforcé, il faudrait regarder qu'est-ce que le renforcement apporte. C'est-à-dire que quand on va renforcer un sol, c'est qu'on a changé une propriété du sol en place. Si on le renforce, c'est qu'il a un défaut. Il était faible. Et donc, on lui donne de la force. Cette force-là, elle se manifeste comment? Si on met un géotextile, je dis n'importe quoi, mais tu pourras me corriger. Si je mets un géotextile dont le rôle est un filtre, c'est-à-dire un drain, à ce moment-là, le rôle du géotextile, c'est de permettre à l'eau de se drainer. Et à ce moment-là, ça aide à la dissipation des pressions interstitielles pour éviter leur génération. Et par conséquent, si les pressions interstitielles se dissipent, je retrouve le frottement de mon matériau et par conséquent, sa résistance. Maintenant, si je mets dans le sol un renfort, donc renforcer le sol, par exemple, tu as parlé des géotextiles, mais je peux parler d'un autre renforcement, par exemple une injectée. Latéralement surtout, c'est les Comment? armatures rigides. Les armatures rigides, inextensibles. C'est-à-dire les armatures Oui, alors si les inoxydables. armatures rigides ont pour rôle d'augmenter la résistance au cisaillement d'un sol, il est évident que augmenter la résistance du cisaillement d'un sol augmente sa résistance à la liquéfaction. Mais en général, mettre juste une armature dans un sol, ça peut aider la résistance au glissement, ça peut aider la résistance au cisaillement, mais ça ne peut pas empêcher la montée des pressions interstitielles. En général, ce qu'on constate, je prends comme exemple un projet très célèbre. Donc, il y a eu une exposé ici à l'Université du Havre il y a 48 heures par notre ami ingénieur, donc Monsieur Hafid Tabet, que certains connaissent, qui nous a présenté un très très bon projet à Monaco, qui est donc ils ont construit simplement une plateforme en mer et donc tout le sol d'assise de la plateforme était liquéfiable, c'est-à-dire il était identifié comme un sol liquéfiable. Donc avant de réaliser cette plateforme-là, ils devaient le rendre non liquéfiable. Comment? Ils ont utilisé deux techniques. La première, c'est qu'ils ont réalisé des colonnes ballastées pour le renforcement par frottement du sol. Donc, ils ont remplacé une partie du sol liquéfiable par du ballast. La deuxième technique, c'est qu'ils ont placé des drains, c'est-à-dire ils ont placé des tubes perforés pour que si jamais il y a une montée des pressions interstitielles, à travers les drains, elles se dissipent vite. Et donc, on annule ces conditions non drainées. Ils ont utilisé même une troisième technique qui est une injection qu'on appelle le jet grouting, que certains connaissent, qui consiste simplement à enfoncer dans le sol des tubes ou des seringues, si vous voulez, et on va injecter un coulis sous pression pour tout simplement euh, créer de la cohésion. Donc le coulis, une fois qu'il fait prise, va créer une cohésion entre les particules et cette cohésion entre les particules, elle va permettre tout simplement d'augmenter la contrainte de cisaillement, comme le montre la relation ici. Donc, si vous augmentez la cohésion ici, vous augmentez la résistance sous cisaillement, et par conséquent, le sol devient non liquéfiable si vous créez de la cohésion. Pourquoi? Parce que la pression interstitielle, qui a tendance à séparer les particules,
comme ils sont collés entre elles, eh ben, cette séparation n'est pas possible. Oui, merci. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, comment éviter? Donc, comment éviter? J'ai répondu en partie. Alors, je vous dis juste quelques mots-clés, mais après, dans la littérature, vous pouvez trouver de très, très Oui, bonnes techniques pour le faire. Comment l'éviter? Ben, quand on regarde les courbes que je vous ai montrées, on a dit tout simplement que l'augmentation de la densité augmente la résistance à la liquéfaction, donc diminue la liquéfaction d'un sol. Eh ben, in situ, quand on se retrouve avec un sol liquéfiable, eh ben, on va tout simplement le densifier en place, c'est-à-dire augmenter sa densité, donc diminuer son indice des vides. Il y a différentes techniques qui permettent de le faire in situ. La vibroflottation, il y a éventuellement le compactage, bien sûr, et qui permettent simplement in situ un banc de sol granulaire très lâche. Et ben, on va le densifier par des techniques mécaniques in situ pour qu'il vienne dense. J'augmente sa densité relative et par conséquent, je diminue son potentiel de liquéfaction. Il y a aussi l'injection, dont je parlais, donc le jet grouting par exemple, qui permettent éventuellement de le faire. Il y a aussi la troisième technique, c'est dissiper les pressions interstitielles pour qu'il ne se comporte pas comme un matériau non drainé. Et cela, on vient dans le sol et on enfouit des drains selon un certain maillage qui permettent éventuellement de dissiper les pressions interstitielles si jamais elles montent suite à une sollicitation cyclique. merci. Voilà Merci. quelques éléments de réponse que je peux te donner par rapport à C'est cette question. formidable. Merci. Oui, Merci merci beaucoup. à vous et à toute l'équipe du réseau. Shukran. Shukran, Chérif. J'avais vu la main de Mahrez Djem'i qui était levée. Alors, je ne sais pas s'il a changé d'avis ou s'il a toujours une question à poser. Sinon, j'ai aussi la main levée de Mourad Yahya Issa. Donc, tfaddal, c'est Mourad. Le micro est désactivé. Oui, Oui, voilà. vous m'entendez? Oui, 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 très bien. oui, Oui, très bien, Morad. oui. Salut, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Saïd, ça me fait Ça fait plaisir. Donc je plaisir profite, de t'avoir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ben, je profite pour vous souhaiter à tous meilleurs vœux pour 2024. On n'est pas encore le Merci 31, donc je peux me beaucoup. permettre, et puis au plaisir. Alors déjà, enfin, vraiment, je te remercie infiniment là, pour la clarté et puis la pertinence là, de la présentation. Moi, j'ai beaucoup de questions, mais je vais pas me mobiliser. J'ai juste enfin, une question sur un graphique que tu as montré, le quai qui a bougé. Euh, alors, je sais plus quel slide. Ouais, non, plus loin, plus loin, plus loin. Voilà, celui-là. Sur la déformée là, du quai, où on évoque un problème de liquéfaction qui a poussé derrière le mur. Alors, moi, je voulais avoir ton sentiment. Est-ce que c'est vraiment de la liquéfaction qui a généré cette déformation ou est-ce que c'est enfin, comment dire, ah, la déformée cinématique, enfin, le mouvement cinématique du sol en place. Et comment distinguer entre l'effet de liquéfaction qui viendrait pousser et l'effet cinématique qui est généralement utilisé pour justifier justement ces problématiques de pousser sur enfin, déplacement de murs, de quais, ou en tout cas d'une manière générale, les illustrations qu'on fait comment dire, en déformation cinématique et effort inertiel. Donc, comment distinguer justement cette notion de pousser sur liquéfié et déformer cinématique? Et je poserai la question après pour la deuxième question, après cette réponse-là. OK. Effectivement, ce qui se passe derrière les murs, je me rappelle, alors poussée cinématique, tu veux dire simplement que le mur va se déplacer. C'est le mouvement de champ Euh, libre. C'est le terrain qui se déplace et en fait, il voilà, emporte le mur avec. exact. Alors, moi, je me rappelle, il y a, enfin, à notre époque, les années 90,
il y avait de très très beaux essais qui étaient réalisés sur un modèle réduit, donc le modèle de Schneebeli par le professeur Bierrez et son équipe, qui montraient effectivement le comportement de ce type de soutènement sous l'effet de sollicitation cyclique. Et on voyait très très bien effectivement ce que tu décris comme étant un mouvement cinématique de l'ensemble sol sur lequel est posé l'ouvrage qui commence à se balader. Et à l'époque, l'idée, c'était de démontrer que lorsqu'on mettait par exemple un mur poids, eh ben, le déplacement cinématique finit par renverser le mur et que si on mettait un mur cantilever ou un mur chaise, celui-ci, eh ben, il glisse, il glisse, il glisse, mais il se ne renverse jamais à cause du poids sur la semelle, donc il le stabilisait. Euh, Par rapport à ce schéma qui est montré ici, le schéma qualitatif, j'avais dit au départ que ces schémas ont été développés par notre ami Serratrice, donc du CEREMA, pour expliquer tout simplement des problèmes de liquéfaction. Et je suis tout à fait d'accord que lors d'une sollicitation cyclique, on peut avoir effectivement le déplacement cinématique du sol qui emporte avec lui l'ouvrage sur lequel il est posé. Mais l'idée ici, c'est de montrer aussi que si le sol se liquéfie, eh ben, le coefficient de poussée, grosso modo, qui était de 0,3 pour un sable à 30 degrés, eh ben, il passe instantanément à 1. Et par conséquent, j'aurai tout le poids du sol saturé qui est derrière le mur qui augmente. C'était le message qu'on souhaitait passer pour voir comment peut la contrainte qui est derrière le mur, comment elle peut changer juste parce que le sol s'est liquéfié. Mais par rapport au schéma qu'on voit sur la figure, je t'avoue que je n'ai aucune idée. Qu'est-ce qui est à l'origine de la rupture de Sekela sur le séisme de Kobe? Je pense que tu dois être très très bien placé, probablement beaucoup mieux que moi, à travers donc probablement des cas d'études que tu as probablement eu à réaliser dans le cadre de ton activité concernant ce qu'on voit sur l'image. Moi, je me suis inspiré un petit peu de l'analyse qui a été faite par Serratrice sur ces cas de figure. Je D'accord. ne sais Non, pas si toi, tu as des éléments à nous communiquer concernant le type de rupture qu'on voit. moi, c'est juste parce que j'étais un peu surpris là enfin, effectivement, sol liquéfiable, en fait, ça se comporte comme un liquide et donc enfin, il y a une poussée entre guillemets hydrostatique, c'est plutôt hydrodynamique, hein, parce que enfin, Oui, bien sûr. l'effet dynamique. Mais bon, c'est vrai que enfin, je voulais comprendre un peu la distinction entre l'effet cinématique sur les ouvrages enterrés et cet effet de sol liquéfiable qui vient pousser sur le mur. Il y a peut-être les deux effets qui se produisent en même temps, mais bon, à voir. De toute À voir. façon, l'effet cinématique, il peut se produire qu'il y ait un sol liquéfié ou pas. Enfin, Parce que, l'effet cinématique, il existe systématiquement. Quand il y a une onde voilà, sismique, automatiquement, il systématiquement, existe. dès qu'il y a une sollicitation de type dynamique, Hmm. le phénomène existe. Alors peut-être effectivement quand le sol le se liquéfie, l'effort est beaucoup plus important. Donc il y a à la fois l'effet cinématique, mais il y a aussi cet effet de poussée hydrodynamique qui vient encore exploser l'ouvrage. Alors la deuxième question, elle est plus une question de terminologie. Je voulais avoir ton sentiment là-dessus. Oui, Alors ingénieur en bureau d'études, quand on prend un ouvrage, on, enfin si on regarde les réglementations, si le sol est saturé, on vérifie la liquéfaction. Donc, c'est le code 8. oui, Après, effectivement, donc enfin, il y a des critères à vérifier, mais si c'est pas liquéfiable, enfin, alors, si c'est pas saturé, pardon, donc la saturation, effectivement, c'est 98, 95, 97%. Enfin, c'est un peu le Skempton là, que tu montrais tout à l'heure. Après, si c'est en dessous de ça, donc si on juge que le sol est non saturé, entre guillemets, on juge qu'il n'y a pas de liquéfaction. tout à fait. Alors après, enfin, si on dit aujourd'hui, enfin j'ai bien noté ton propos là, sol non saturé peut liquéfier. Alors peut-être qu'il faut, alors je sais pas, c'est vraiment je mets ça sur la table et puis ça permettra peut-être d'ouvrir le débat. Euh, Sol liquéfiable, c'est contrainte effective nulle. Si on parle de sol non saturé, donc en fait il y a l'air, l'eau et le squelette solide.
Alors, est-ce que c'est pas d'autres phénomènes qui se produisent et qui génèrent une espèce de déformation importante, qui peut être liée au séisme, mais qui correspondent pas forcément à la définition de la notion de sol liquéfiable à la notion de contrainte effective nulle, quoi. Et je Euh, n'ai pas la réponse, hein. Je voulais vraiment avoir ton sentiment sur cette oui, terminologie-là qui pourrait prêter à confusion, quoi. d'accord. J'avais dit tout à l'heure que liquéfaction ne rime pas obligatoirement avec contrainte effective nulle. J'avais dit que liquéfaction, sous sollicitation dynamique, sur le slide que tu vois, peut se décliner, enfin peut avoir lieu selon deux critères. Le premier critère, ce qu'on appelle la liquéfaction vraie, et celle-là, c'est que la pression interstitielle augmente jusqu'à atteindre la contrainte totale, donc la contrainte effective s'annule. On parle de critère EPP, Excess Pore Pressure, qui permet d'annuler la contrainte effective. Ça, on l'observe dans certains cas, souvent quand le sol n'est pas trop dense ou sol lâche. Quand le sol est trop dense, on va constater tout simplement que la sollicitation sismique ne permet pas de créer une tendance à la contractance suffisante pour faire monter les pressions interstitielles jusqu'à annuler la contrainte effective. Pourtant, D'accord. le sol, pourtant, le sol se liquéfie, c'est-à-dire il perd toute sa résistance. Comment? Eh bien, c'est par une déformation excessive. C'est ce qu'on appelle la mobilité cyclique, matérialisée par ce qu'on appelle la double amplitude en déformation, qui doit atteindre 5% pour déclarer qu'il y a rupture. Donc, ça rejoint ce que tu es en train de dire, c'est que il y a deux critères de liquéfaction. Il y a un critère basé sur une contrainte effective nulle. Il y a un critère qui est basé sur une déformation excessive. Dans le cas où la contrainte effective ne devient pas nulle, ce qu'on observe en général, quand le sol est très dense, il a une tendance à la dilatance et pas une tendance à la contractance. Par conséquent, la pression ne monte pas En d'autres en termes, conditions non drainées. Donc, en d'autres termes, les sols non saturés seront plus sujets à des problèmes de liquéfaction liés à des problèmes de mobilité cyclique qu'à des problèmes de contrainte effective. C'est ça, c'est bien ça. Ça dépend alors, ça dépend de la densité relative initiale et ça dépend du degré de saturation qu'on prend en compte. C'est pour ça, dans les quelques résultats que j'ai montrés, on a toute une batterie, hein, dans les quelques résultats que j'ai montrés, eh ben, quand le sol est non saturé, on peut avoir les deux phénomènes en même temps. C'est-à-dire, on peut avoir une montée de pression interstitielle tant qu'on est au voisinage, ce que j'appelle les sols quasi saturés. À ce moment-là, on peut avoir, juste regarder, par exemple, celui de 80, voilà, 95% par exemple de degré de saturation. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que lorsque le chargement, enfin le fameux le coefficient de chargement Q sur 2 sigma 3 de confinement est de l'ordre de 0,2, on n'a pas de liquéfaction parce que la pression interstitielle ne monte pas pour annuler la contrainte effective ici. Et on le voit ici, il n'y a pas de déformation, et on le voit en termes de critères, on est loin du critère de rupture. Maintenant, si Mm. on augmente ce niveau de contrainte, à ce moment-là, on voit qu'il y a une montée de pression interstitielle d'une part, et on atteint ici la contrainte effective nulle, et en même temps, nous avons une déformation ici de l'ordre de 5% pour entrer dans le critère qu'on appelle DA. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec toi que plus le degré de saturation baisse, plus la montée de pression interstitielle jusqu'à atteindre une contrainte effective nulle devient de plus en plus difficile. Par contre, le nombre de cycles va pouvoir provoquer des déformations Mm. pour atteindre le critère de rupture par le critère DA, le deuxième critère. D'accord. Donc, plus le degré de saturation baisse, plus on va liquéfier, probablement par excès de déformation, plus que par des montées de pression interstitielle. Parce qu'on peut, la montée de pression interstitielle, quand le sol est saturé, on part de zéro et on monte. Je reviens juste au schéma simple de la statique de tout à l'heure. Voilà.
On part de zéro ici et on monte jusqu'à annuler la pression interstitielle, dans le cas statique par exemple. On imagine que quand le sol est non saturé, je pars pas d'ici. Je vais partir d'une Mm. succion et donc il faudrait passer d'une valeur négative en passant par zéro et continuer à secouer pour qu'il y ait suffisamment de tendance à la contractance pour que la pression monte pour atteindre la contrainte totale. Donc, plus on descend de la saturation, plus le passage d'une pression interstitielle très négative à une pression positive et suffisamment positive pour annuler la contrainte effective devient de plus en plus difficile. Donc, on va casser ou on va rompre avant d'atteindre cette pression-là par une déformation excessive. Oui, c'est ça. En fait, vraisemblablement, c'est l'effet de dilatance qui vient décomprimer le terrain et qui génère une déformation excessive sans pour autant atteindre la pression, enfin, une contrainte effective nulle, quoi. Exactement, D'accord, exactement. d'accord. Et c'est Ok. pour cette raison-là que dans les sables denses, il y a eu ce deuxième critère de déformation excessive, Mm, mm, parce que mm. la pression ne pourra pas augmenter du moment qu'on a une tendance à la dilatance. Tout à fait. Parfait, merci. Merci beaucoup, Saïd. Merci. Et puis, En prie, désolé Merci, d'avoir beaucoup. mobilisé la discussion. Ok, Et au merci plaisir. À beaucoup. bientôt. au plaisir. Merci beaucoup. La présence de Mourad Yahya Issa montre un peu l'implication aussi du monde industriel dans le réseau INSAT DZ. Donc, c'est pas une discussion uniquement entre académiciens, mais nous avons aussi avec nous des praticiens, des hommes de terrain. Juste dans le même ordre d'idée de ce que disait Mourad à l'instant, quand on parle de contraintes effectives qui s'annulent dans ce contexte, on fait allusion à une contrainte effective généralisée parce qu'on est dans le domaine non saturé. Est-ce qu'on raisonne sur une contrainte effective du type Bishop euh, parce que ce n'est plus le principe de Terzaghi? Alors, dans le domaine, c'est une très très bonne question parce qu'on parle de contrainte effective, mais en fait, on n'a rien précisé en termes de sa validité. Si je dois répondre en quelques mots, je reviens juste au domaine qui est prospecté ici. Oui, alors, voilà. Ici, j'avais dit tout à l'heure que nous allons regarder dans un premier temps, parce que les travaux sont toujours en cours, on va balayer ce domaine, le domaine où le degré de saturation varie de 80 à 100%. Dans ce domaine-là, qu'on appelle communément un sol quasi saturé, en général, on le décrit, c'est-à-dire on essaie de comprendre le fonctionnement mécanique dans ce domaine-là à l'aide donc du coefficient de l'équation de Skempton, hein, on a le coefficient B pour les chargements isotropes et puis vient apparaître le coefficient A pour le déviateur de contrainte. Dans ce domaine-là, les travaux de l'équipe de Biarritz et ses collaborateurs, Fleurot, etc., ils ont montré que dans ce domaine-là, l'air étant sous la forme de bulles occluses, autrement dit non communicant, le fluide interstitiel se comporte comme un fluide homogène, mais qui a un coefficient de compressibilité non nul. Autrement dit, on peut imaginer remplacer l'eau et l'air par un autre fluide qui a un coefficient de compressibilité donné, c'est-à-dire où le fluide devient compressible. Et ils ont démontré par des essais sur chemin triaxiaux, sur chemin eudométrique, etc., que dans ce domaine-là de degré de saturation 80 à 100%, le concept de contrainte effective de Terzaghi reste valable. Par conséquent, dans tous les cas que j'ai traités avec vous aujourd'hui, on peut écrire sigma prime égale sigma moins U sans avoir besoin de passer à un concept généralisé qui, lui, pourrait être applicable pour des degrés de saturation inférieurs à 80%. Donc, dans les cas traités ici, ce sont des cas où le concept de contrainte effective de Terzaghi est valable. Maintenant, quand on passe au-dessous de 80%, il est évident que Terzaghi ne suffit pas, et là, on doit passer un concept de contrainte effective généralisé. Tu as cité Bishop, pourquoi pas, mais il y a plein d'autres écritures qui font intervenir la succion dans la formulation de la contrainte effective. Mais ce dont on a parlé aujourd'hui,
on était plutôt dans la gamme 80 à 100%. C'est pour ça que j'ai pas du tout posé le problème de la contrainte effective au sens euh, Terzaghi ou contrainte effective généralisée au sens non saturé, parce qu'elle Bien. reste valable dans ce domaine-là. Très bien. Ça- Merci beaucoup. Saïd, il y avait juste une question dans le chat de Mahrez Jem'a. Ah, Et je pense la première question, tu y as répondu, c'est à peu près ce que tu viens de dire. Et il y a une deuxième partie sur un peu les capteurs au niveau du site. tu peux la lire? Ah, Donc, parce que j'ai du mal à être, voilà. enfin, OK. Au niveau du site, la première question, c'était comment la contrainte effective est définie dans vos d'accord. interprétations non saturées, OK. notamment pour des degrés de saturation plus faibles. Mhm. Là, je pense que tu viens d'y répondre. Et au Oui. niveau du site, on utilise le CPT ou peu le pressiomètre en non saturé. Y a-t-il des idées dans cette direction? Euh, pour, à une question sur, alors, j'ai pas très bien compris le sens de la deuxième question. Parce que c'est écrit au niveau du site, on utilise le CPT ou peut le pressiomètre en non saturé. Y a-t-il des idées dans Ou cette... peut-être le pressiomètre, en fait. Euh, Ce qui veut dire, c'est que qu'est-ce qu'on peut utiliser au niveau du site pour mesurer en non saturé, s'il Ah, y a des choses. Voilà, je pense, hein. alors, si notre ami Mourad est toujours connecté, il est en train de nous écouter, il pourra probablement nous éclairer beaucoup plus. Ce qu'on sait, c'est que quand on utilise le CPT standard pour mesurer euh, le, enfin, une propriété mécanique d'un sol in situ, s'il s'agit uniquement de mesurer un effort de, enfin, une résistance de pointe et un frottement latéral, on est en contrainte totale. Hmm. Autrement dit, le CPT ne voit pas l'eau. Euh, le pressiomètre, c'est exactement la même chose. Autrement dit, vous avez euh, une mesure, donc voilà, une mesure de contrainte, une relation contrainte-déformation qu'on mesure avec l'appareil, mais ces contraintes-déformation, en fait, il nous manque une information sur la valeur de la pression interstitielle. Tant qu'on n'a pas la valeur de la pression interstitielle, tout ce qu'on mesure, c'est de l'apparence, c'est-à-dire des contraintes totales. In situ, aujourd'hui, on voit apparaître des pressiomètres et même des pénétromètres qui sont équipés de pression interstitielle, de capteurs de pression interstitielle dans le corps et qui permet, on mesure la contrainte totale avec l'appareil et le capteur permet de mesurer la pression interstitielle. Et là, on pourrait interpréter l'essai en contrainte effective. Euh, je, euh, Alors déjà à l'époque, alors quand je parle à l'époque, on est dans les années 90, je dirais 95. Il y avait à l'époque toujours le professeur Biarritz avec Maurice Cassan, qui est un spécialiste à l'époque des essais non saturés, qui était en train de réfléchir au développement d'un pressiomètre équipé dans sa partie basse d'un capteur de pression interstitielle pour juste avoir la valeur de la pression, pour pouvoir interpréter le pressiomètre comme une loi de comportement en contrainte effective et pas uniquement comme un appareil qui donne des contraintes totales. Euh, voilà, je ne sais pas si Mourad, qui est très proche du terrain, a des compléments là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le commerce des essais in situ de reconnaissance, est-ce que l'idée d'utiliser des essais in situ avec mesure de la pression interstitielle, ça reste toujours au stade de la recherche, parce que dans la recherche, il y en a plein qui le testent, ou est-ce que aujourd'hui on trouve dans le commerce ou dans des sous-traitants ou tout simplement dans des bureaux d'études de géotechnique in situ des utilisations de ce type d'appareil avec mesure de la pression interstitielle. Je pose cette question parce que j'ai été dans un salon récemment
à Lyon et j'ai bien vu un entrepreneur exposer son pénétromètre et qui m'a indiqué simplement qu'il fait des prestations pour des entreprises qui font de la reconnaissance et il avait développé simplement un pénétromètre équipé d'un capteur de pression interstitielle et il interprète ses essais en contrainte fictive. Mais je ne sais pas si c'est normalisé. Alors, comme je disais au début, en fait, les normes de justification se basent, enfin, considèrent toujours des approches sol saturé. Et en fait, ça n'a pas évolué depuis Biarritz et peut-être même avant. En fait, les approches aujourd'hui restent toujours des approches analogues, celles qu'on faisait avant. Donc le CPT ou le pressiomètre, en fait, permettent de cisailler le sol et donc de mesurer le résistance. Enfin, comme tu disais, donc on a pour le CPT, on a la résistance en pointe et le frottement latéral. Pour le pressio, donc la pression de mythe plus le module pressio, et puis la pression de fluage. Et en fait, je pense que ce que tu as vu sur Lyon, c'est le CPTU. Donc le Oui, CPTU, c'est un CPT qui permet de mesurer la résistance en pointe et le frottement latéral. Et en plus, il permet de mesurer l'évolution de la pression interstitielle. Ça sous-entend que le sol reste saturé. S'il n'y a pas d'eau, en fait, il y a pas de pression, surpression interstitielle. Après, l'avantage, c'est que ça permet aussi de suivre un peu les sols perméables et les sols peu perméables. C'est qu'en fait, quand on avance, si la pression interstitielle augmente, on a le sentiment qu'effectivement, il n'y a pas de drainage. Et donc, il y a pas de, et donc le sol est plutôt cohérent, enfin, plutôt faiblement perméable. Et quand la pression interstitielle baisse à l'avancement, ça sous-entend que le sol est perméable. Donc, on est avec des passages. Et comme ça, on arrive à avoir des profils en profondeur qui permettent de distinguer les sols résistants, d'une part, faiblement résistants, mais également perméables et non perméables. Mais à ce stade, il n'y a pas d'études géotechniques proprement dites menées pour mesurer les sols perméables et les sols saturés et les sols non saturés. Alors, peut-être que ça va le devenir avec les problématiques là, de sécheresse. Mais à ce stade, enfin jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas il y a pas dans le marché, en tout cas, il n'y a pas oui. d'investissement sur le sujet. En deux mots, remplacer le capteur de pression du CPTU par un tensiomètre, par exemple. Et éventuellement. Mais Oui. comme en fait la désaturation, en fait, elle va pas très très loin en profondeur. Très vite, on retrouve, enfin, tu l'as montré tout à l'heure là sur les trois graphiques, là, la zone sèche, enfin la zone complètement désaturée, la zone avec la zone capillaire, et puis très vite on passe dans la zone où il y a de la nappe. Et donc, très vite, en fait, on passe dans la zone saturée ou pas partiellement saturée. Mhm. Et Voilà. est-ce que, à ta connaissance, ce que tu viens de dire pour le CPT existe pour le pressiomètre aussi? Le C'est-à-dire prix. des pressiomètres peut-être expérimentaux équipés de capteurs. Moi, j'ai pas vu personnellement, j'en ai entendu parler, parce que ça, c'était le rêve de Biarritz de voir un pressiomètre avec mesure de la pression, mais je ne sais pas s'il a vu le jour un jour. Je crois que à ce stade, ça reste toujours au stade du rêve, c'est pas encore devenu D'accord. la réalité. Mais en fait, Ménard, en fait, il développe des choses, mais pour le moment, les principaux développements, c'est surtout d'automatiser l'essai pour Oui, oui, éviter oui, les oui, problématiques oui. mais sinon, enfin, moi, à ma connaissance, il n'y a pas de développement qui permettent de mesurer ou d'identifier les problématiques de succion ou de pression interstitielle négative ou des choses comme ça. Voilà. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je vois une main levée de Abel Adel Hassan. Donc, vous avez la parole. Vous activez votre microphone, s'il vous plaît. Bonjour, Ah, bonjour Monsieur Taïbi et bon, j'espère que vous Ah, allez bien. bonjour, Hassan, bonjour. Est-ce qu'il y a des risques de liquéfaction pour les ouvrages qui se trouvent dans les côtes sableuses lors d'un séisme? Si oui, c'est quoi la solution pour lutter contre ces problèmes? J'ai pas très très bien entendu parce que j'ai un problème de son. Est-ce que tu peux répéter doucement? Répète ta question, s'il te plaît. Ce Can you problème. repeat, please? Répète ta question. Bonjour, est-ce qu'il y a des risques de liquéfaction pour les ouvrages qui se trouvent dans les côtes sableuses? Si oui, est-ce qu'il y a lors d'un séisme? Si oui, c'est quoi la solution pour lutter contre ce problème? Euh, les ouvrages qui sont
sur les côtes, il est évident que dès qu'on s'approche de la côte, ça veut dire que l'eau dans le sol n'est pas très très loin. Par conséquent, donc, on est dans des zones qui peuvent être potentiellement saturées. La Oui, réponse, c'est que si le sol sur lequel sont posés ces ouvrages est identifié comme un sol liquéfiable, autrement dit, aujourd'hui, il y a des règlements, des normes qui identifient les sols potentiellement liquéfiables et puis on fait un certain nombre de reconnaissances pour le valider. Et s'il se trouve tout simplement que le coefficient de sécurité vis-à-vis de la liquéfaction est faible, à ce moment-là, on doit intervenir pour renforcer ces sols. Donc, j'avais décrit tout à l'heure quelques techniques qui permettent éventuellement soit densifier le sol, soit injecter pour créer de la cohésion, soit drainer pour éviter les montées de pression interstitielle. Et par conséquent, oui, pour les ouvrages côtiers, il y a des possibilités de liquéfaction évident si le sol est identifié comme sol liquéfiable. Donc, il y a une méthodologie qui existe pour identifier les sols liquéfiables. Je te donne juste un exemple. Il y avait des projets de parcs éoliens en zone littorale, notamment, par exemple, au Brésil, avec lesquels on avait collaboré à un moment, où il y avait tout un parc en zone littorale, et ils avaient constaté tout simplement qu'il y avait beaucoup de fluctuations du niveau de l'eau quand ils étaient proches du littoral, parce qu'ils étaient sur la côte littorale, donc pour le vent. Et la question, comme c'était des fondations gravitaires, c'est-à-dire des fondations superficielles, si tu veux, se posait la question sur l'étude du potentiel de liquéfaction de l'assise sur laquelle ils ont été posés. d'accord, merci Je ne beaucoup. sais pas si j'ai Merci. répondu à ta question. En fait, c'est au niveau, Oui, en général, c'est au niveau de l'étude du projet que le problème de la liquéfaction du sol se pose. J'ai parlé tout à l'heure du projet donc de Monaco. Lui, le problème s'est posé clairement parce qu'il y a eu des prélèvements du sable qui était au fond. Il a été identifié comme un sable potentiellement même très liquéfiable. Et par conséquent, il y a eu toute une intervention avec, je disais donc, un mix de drainage et d'injection pour pouvoir le stabiliser, le rendre non liquéfiable avant de construire dessus. d'accord, merci beaucoup, Merci. monsieur. Merci beaucoup. Peut-être on va prendre une dernière question de Mohamed. Je vois sa main levée. Tfaddal. On va activer le micro. Salam alaikum. Wa alaykoum Nabil, salam. est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, Oui. je vous entends très bien. Mohamed de l'Université de Galma. Ahlan wa sahlan. Et Ça. deux Tfaddal. petites questions. La première, quand les essais de réaction sont conduits sur des sols granulaires, je dis bien granulaires, la membrane est forcée dans les pores périphériques des spécimens. La contrainte de confinement change, alors la pénétration de la membrane change et cela peut conduire à des erreurs qu'on appelle systématiques dans les essais drainés et non drainés. Ma question, est-ce que vous avez tenu compte de ce paramètre dans vos essais à l'heure? Deuxième question, Oui. quelle est la différence maintenant entre les résultats des essais de réaction contrôlés par déformation et ceux contrôlés par contrainte? Je vous remercie. Ce sont deux questions très intéressantes et très pertinentes. Merci de les avoir posées. Alors, dans le cas des travaux réalisés ici à l'Université du Havre, le matériau granulaire qui a été utilisé est un sable bien connu ici en France parce que c'est un sable d'étude, donc c'est un cas d'école. C'est le sable d'Austin qu'on voit ici. Et quand on regarde la distribution granulaire de ce sable-là, la plus grosse particule, donc ici, vous voyez un peu la plus grosse particule ici, sur cette échelle-là. Donc, 0,002.
donc à peu près 0,03. Voilà, à peu près 0,03. Et la plus petite, donc, on est à peu près à 0,01. En deux mots, c'est un sable. Enfin, on voit ici sur la photo et vous avez ici une échelle qui vous montre à peu près la taille des grains. Vous avez ici aussi une échelle, hein, quand on le voit au microscope. C'est un sable que je dirais fin, voire très fin. Par conséquent, pour un échantillon qui sont testés ici, qui ont un diamètre de l'ordre de 70 mm et un élancement de 2, donc un diamètre de 70 et un élancement de 2, donc une hauteur de 140, avec ce sable-là à une densité de 50%, quand on met la membrane, ce que vous appelez donc les espaces entre les grains suite à la contrainte de confinement, c'est-à-dire, si je comprends bien, la membrane, elle va rentrer sur les vides dans la périphérie, et ça Oui. induit des erreurs. J'estime tout simplement, vu la finesse du sable qui est là, cet espace, il est quasiment négligeable. En deux mots, quand on applique une contrainte de confinement, on n'a pas vu de déformation excessive de la membrane sur la périphérie pour justifier simplement cette déformation que vous décrivez. On peut effectivement observer ce problème-là si le sol granulaire, c'était un matériau grossier, si on avait affaire à je ne sais pas moi, du gravier, du ballast ou autre. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, disons simplement qu'il y a effectivement des creux sur la périphérie qui peuvent induire des erreurs sur tous les paramètres qu'on mesure, hein, la variation de volume et autres. Mais dans le cas de ce sable-là, très honnêtement, on n'a pas observé de déformation excessive de la membrane dans les interstices un peu de divide périphérique pour justifier éventuellement une correction des erreurs. En tout cas, on ne les a pas quantifiées, si ça peut répondre à votre question. Et ça dépend, Pour la... Pardon? pardon, Saïd. Et ça dépend aussi de l'épaisseur de la membrane utilisée. L'épaisseur de la membrane utilisée, c'est-à-dire? Par exemple, si on prend un membrane de 0,3 mm, Oui? c'est pas comme un membrane par exemple, de 1 mm. Oui, mais donc dans ce cas, l'incertitude dont vous parlez, elle vient de quoi? De la variation de déformation de la membrane ou j'ai pas très bien compris où est le problème de l'incertitude là-dedans. Ça concerne la déformation de la membrane intrinsèque ou bien c'est la membrane qui rentre dans les interstices entre les grains? La membrane qui entre dans les interstices périphériques. Si on a par exemple un membrane d'épaisseur faible, sa pénétration est plus forte ou est plus grande que un autre membrane par exemple, d'un millimètre. D'accord, mais honnêtement, dans notre cas, vu la finesse du sable, ce phénomène-là ne s'est pas manifesté visuellement. Donc, on n'a pas fait de correction particulière dans ce cas-là. Mais je comprends très très bien le problème que vous posez. OK. Mhm. Maintenant, on Pour, passe à la deuxième pour la question. deuxième question, vous parlez des essais pilotés en déformation ou pilotés en contrainte. Et votre question concerne quoi? La différence maintenant des résultats entre les deux essais. Ah, d'accord. Alors, les résultats que j'ai montrés, ce sont, alors que je ne dise pas de bêtises, parce qu'on a fait les deux. Ah oui. Et oui, on a fait des essais de liquéfaction en pilotant en déformation et en contrainte. Les résultats que je viens de montrer, ce sont essentiellement des résultats des essais pilotés en déformation. OK. Euh, Non, c'est euh, contrainte. Youssef, qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est contrainte Les essais qu'on a montrés, c'est des résultats pilotés en contrainte. Oui, D'accord. Parce qu'on avait imposé une amplitude déviateur, c'est ça? Avec une certaine fréquence. oui, D'accord. Mais il y a eu des essais aussi qui ont été faits, donc contrôlés en déformation, me semble-t-il. oui, c'est D'accord. ça. Oui, c'est ça.
Donc, l'essai piloté en contrainte. Euh, je n'ai pas les résultats sous les yeux pour commenter est-ce que le pilotage en contrainte est différent du pilotage en déformation. Eh ben, Youssef, puisqu'il s'agit de tes essais, est-ce que tu peux, si tu as des éléments de réponse, compléter? On- You can speak in English, hein? No problem. oui, mais on peut pas comparer le deux essais ensemble. We cannot compare them. Euh, Youssef, you can speak in English. euh, Speak in English, Youssef. It's very easy for you. can you repeat the question, please? The question is, what is the difference between the same test done in controlling the strain Yeah. and the other Yeah. controlling the stress? Can we show the same behavior of the soil? For example, for liquefaction. That's why I said we cannot compare them exactly the same between both, because if we take the strain control tests, we are applying the deformation, so we only are interested in the pore pressure increase, the excess pore pressure. And if we compare only the excess pore pressure between the two tests, we want to define a deformation. For example, if the first sample liquefied and it reached 5% of deformation after number of cycles, if we apply the 5% directly on the sample by strain control, the excess pore pressure will increase faster because we are applying directly the 5% double amplitude, and the pore pressure will increase rapidly. But it will reach the same level in both cases if we have the same initial saturation degree, initial relative density. The pore pressure will reach the same limit, but we cannot compare them with respect to time. We can compare them with respect to the level of increase of the pore water pressure, yes. We obtain the same values of pore pressure Yes. in both cases. Oui. OK. Merci. Parce que Merci j'ai pas les beaucoup. résultats sous les yeux. Je pense qu'il y avait Monsieur Tahri aussi, Mohamed Tahri, peut-être une dernière question. Il me semblait qu'il voulait poser une question d'après un message sur le chat. Est-ce qu'on a Mohamed Tahri qui est présent avec nous? Sinon, je pense qu'on peut clôturer la séance. On a pris à peu près 2 heures entre la conférence et le débat. Donc, à la fin, je voudrais remercier donc Dr Bouchmilla pour tout son travail d'organisation en amont pour rendre possible ces conférences online. Je remercie professeur Saïd Taïbi d'avoir partagé avec nous aujourd'hui des résultats très récents qu'ils ont obtenus dans le laboratoire LOMC de l'Université du Havre, sur un sujet très complexe, mais qui a été présenté d'une façon très simplifiée et très pédagogique. Donc, à ce titre, merci beaucoup au nom de tout le réseau NSAT-BZ. Je voulais juste rappeler les prochaines échéances. Donc, le webinaire doctorant est prévu le 20 février à 14 heures. L'appel à candidature est toujours ouvert, bien sûr, en permanence pour les doctorants qui veulent participer au webinaire, donc présenter leurs travaux et susciter le débat. Aussi, donc Saïd Taïbi avait fait allusion tout à l'heure au 6e colloque international du réseau NSAT-BZ qui va se dérouler à Schleuf, donc le 20 et 21 novembre 2024
sous le thème sol non saturé et sismique. Voilà, donc je remercie tout le monde et on se dit à bientôt pour le prochain événement donc, du réseau Ansat 2Z. Merci.